Bonjour Jean Renard. Bonjour Patrick. C'était le 25 avril 1975, autour de 11 heures. Un artiste, très grand artiste, il avait 28 ans. On le retrouve fracassé, tombé du 8e étage d'un immeuble de la rue Erlanger, c'est Mike Brandt. Eh oui. Ça fait 50 ans, Jean. Vous qui avez fait débuter Mike, qui avait été là dès le premier jour. Oui. Comment on se rappelle de ce jour-là où on apprend la mort de Mike Brandt? Oh là, c'est un choc c'est inimaginable parce que jamais on pense qu'il va disparaître. C'est quelque chose que le travail entre les deux personnages a tellement été intense que on pense que ça finira jamais, l'émotion ne finira jamais. C'est un amour qui est perpétuel. Et puis le jour où il y en a un qui s'en va, bon là c'est Mike Brandt, mais ça se produit pratiquement à chaque fois. Ça s'est produit comme ça avec Johnny. Mais Mike s'en va, et en plus, j'apprends qu'il s'est suicidé. Ah, voilà, on a une histoire. Faut quand même pas exagérer. J'ai pris rendez-vous avec lui le lundi suivant de sa disparition, à 14 heures à mon bureau, 67 rue de Provence à Paris, dans le 9e. Et j'apprends que j'étais à Tours, en train d'amener ma caravane sur une plage, dans l'île de Noirmoutier, où j'allais tous les ans depuis des années, et toujours au même moment, fin avril, pour avoir de la place pour l'été. C'est tout simple. Je m'arrête à Tours pour dormir, et le matin, je suis en train de payer mon hôtel, il y a une radio qui fonctionne, et j'entends « Excusez-nous, on arrête les émissions, parce que Mike Brandt vient de se suicider. » J'avais un porto à la main, il tombe sur le comptoir, il se casse. Et moi, je dis à la personne qui était devant moi, mais qu'est-ce que c'est votre radio, là? C'est impossible. Qu'est-ce que c'est que ces conneries, là? Elle me dit, mais c'est RTL, monsieur, nous. Ah bon? Je dis, ben oui. Mais je lui dis, c'est impossible. Elle me dit, mais si, je peux pas vous dire. Surprise totale, mais forcément dans la France entière. Et pour moi, je dis, mais attendez, j'ai rendez-vous avec lui lundi, moi, faut pas me raconter d'histoire. Oui, vous l'aviez rencontré le jeudi, et vous vous étiez dit, on va retravailler ensemble, on se voit lundi. Oui. Et c'est le vendredi, le lendemain, qu'il se suicide. Oui. C'est invraisemblable. C'est pour moi totalement invraisemblable. Je suis au Studio 92, à Boulogne, à Paris, pendant une pause. Je vois la porte s'ouvrir. Oh! Mike Brandt, on ne s'est pas vu depuis 2 ans. Mais il me dit, j'ai entendu le piano, je savais, c'était toi. Ah, ça va alors? Et je lui dis, mais tu fais quoi? Il me dit, j'enregistre là, dis-lui, ben oui, c'est très bien. D'accord? Qu'il n'a jamais entendu d'ailleurs, sorti. Et il me dit, on tombe dans les bras l'un de l'autre, forcément. Il me dit, Jean, on peut refaire comme on a fait au début. Je dis, si tu veux, on tremblait un peu tous les deux. Je dis, si tu veux, hein. Mais il faut faire vite parce que maintenant, je pense qu'il faut faire vite avec toi. Et dit, moi aussi, j'aime pas les gens avec qui je travaille là. Parce qu'on fait tube sur tube. Et je fais une machine à sous, quoi. Faut dire les choux, faut dire les choses comme elles sont, quoi. Bon, enfin bref, c'est la vie, quoi. Et puis, c'est pour ça que j'y ai pas cru. Et puis j'ai dit à la personne, mais c'est une connerie monstre, c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'au fond, c'est pas possible de se suicider? Non, il va retrouver son père spirituel, artistique, qui l'a formé dans tous les sens, qui a passé des heures et des heures, des nuits entières, et ça pendant 1 an, pour faire 10, 11, 12 titres, afin qu'on n'entende presque pas son accent, et puis d'avoir, disons, une espèce de diamant complètement ciselé, parfait,
pour que on rate pas le coup, quoi. Et il s'agit d'un disque très important. Si tu rates le coup, t'es un mauvais producteur, un mauvais compositeur, il y a un mauvais chanteur. Eh non. Si tu t'y mets et puis que tu envoies tous les risques en même temps, le risque est colossal. Il était plein de projets ce jour-là, bien sûr. Avant la veille de son suicide. Bien sûr. Bien sûr. Et il voulait m'expliquer tout ça. Je connaissais à peine l'histoire. Je ne m'étais pas du tout intéressé vraiment à ses relations, à ses connaissances artistiques surtout, une fois qu'on s'était séparés. On s'était séparés 2 ans et demi, 3 ans avant. Sur une connerie d'ailleurs, de ma part. C'est aussi pour ça que je me sens pas bien. Je me sens un peu responsable pas de son décès, mais je me sens un peu responsable des événements qui se sont produits après, malgré moi. Voilà. Oui. Tu sais, je pense que je peux t'en parler parce que chez toi, je me sens un peu comme chez moi. Oui. Ici, à TV5 Monde, c'est comme dans mon bureau, quoi. C'est pareil. C'est même mieux. Je me sens en famille et je peux te raconter des choses. J'essaye d'être court. Par exemple, quand tu es directeur artistique de Sylvie, directeur artistique de Johnny, ce que j'étais, j'avais fait Que je t'aime déjà, j'ai fait La Maritza déjà, et Sylvie fait un concert à Téhéran, elle revient à Paris, elle dit à Carlos, téléphone à Jean Renard, oui. Dis-lui que je vais lui envoyer quelqu'un. C'est ça, ça commence comme ça. Ouais. Je dis, écoute, et puis je reçois le bonhomme, et je trouve qu'il est extraordinaire, physiquement. Et je me dis, s'il a une voix, alors là, c'est fantastique, quoi. Oui. Il n'y a pas de boulot s'il a une voix, mais il y avait beaucoup de travail, parce que... Et il avait une sacrée voix, Jean. On va écouter « Laisse-moi t'aimer », parce que tout commence avec ça. Et il va falloir travailler tout ça pour se présenter au Midem, mais la chanson est là, et la voix est là. Écoutez ça. Laisse-moi t'aimer toute une nuit. Laisse-moi toute une nuit faire avec toi le plus long, le plus beau voyage. Oh, oh. Veux-tu le faire aussi? Alors, on va même citer Jean-Claude Vannier, qui est là derrière l'arrangement de ce titre. Hein. C'est avec lui que ça commence l'aventure, Jean. Je ne savais pas bien comment Jean-Claude Vannier allait s'en tirer. Parce que, comme beaucoup de monde maintenant le savent, il travaillait beaucoup avec Serge Gainsbourg, et puis il avait des aspirations anglo-saxonnes très prononcées, et surtout il était dans une bulle à lui, qu'il avait comme ça imaginé, créé, malgré lui, et qui est quelque chose d'invraisemblable, et qui n'est pas forcément populaire, au contraire, mais au moins ça met en valeur des dons musicaux exceptionnels, parce que ça emploie tout ce que la musique peut faire, ouais. Tout ce que Mozart, Stravinsky et d'autres, Massenet et autres ont imaginé. Lui, il réunissait tout ça et il balançait tout ce qu'il savait faire. Il l'avait appris, bien sûr, mais il l'avait digéré. Ouais. Et c'est une espèce de jukebox de choses invraisemblables de la musique classique. Qu'on entend là dans les arrangements de Laisse-moi t'aimer, qui sont absolument dingues. Hein. Ah oui. Je me suis dit comment il va s'en tirer. C'est les accords do, sol, fa, machin, c'est classique. Mais pour avoir ces émotions qui se passent entre l'orchestre et lui, et l'emploi des violons et des cuivres et des corps surtout en tierce, on n'entendait pas ça à l'époque. On n'entendait pas ça. Ouais, ouais. Bon, Sardou aussi, forcément, les a employés avec d'autres et avec beaucoup de bonheur d'ailleurs. Mais c'était très osé de faire ça, ouais, très osé. Mais c'est vrai, Jean,
quoi, 230 séances pour enregistrer ce titre, parce que Mike ne parlait pas du tout français. Non. Moshe qui s'est présenté, Moshe Brand qui s'est présenté, et effectivement très beau, avec une voix extraordinaire, mais pas un mot de français. Oui. Laisse-moi t'aimer. La première fois qu'il a prononcé le mot, il m'a dit lâche-moi Tommy. Bon, bien sûr, il essayait de répéter ce qu'il entendait. Mais bon, je dis pas ça pour rire, mais il était de très bonne volonté, il était très doué, il entendait, il répétait, avec beaucoup d'attention, c'était un travailleur. Ouais. C'était il voulait arriver, il voulait faire son métier, et il avait dit j'y arriverai là. Hop, il avait attaché sa charrue à une étoile et il voulait y arriver. Ouais, et ouais. donc c'est ce que je dis souvent. Mais forcément, il y est arrivé, on y est arrivé. Mais il fallait y croire, comme j'y ai cru, quoi. Et pour ça, d'ailleurs, si j'ai quelques instants, je peux t'expliquer quelque chose qui me revient souvent. Je compare souvent le travail d'un producteur à un fabricant d'engins spatials, une fusée pour l'espace. Il te faut un propulseur, il te faut du carburant, il te faut des moteurs invraisemblables, mais surtout, au bout, il te faut une ogive avec forcément quelque chose à mettre sur orbite, et très haut, pour pas qu'il redescende. Et après, il se mélange aux étoiles, et forcément, si c'est un artiste, on dit c'est une étoile. Ça vient peut-être de là. C'est enfin, vrai. voilà. C'est vrai. Et d'ailleurs, quand ensuite il disparaît, ça fait un peu comme une étoile. Ouais. Les étoiles qui ont disparu il y a 100 millions d'années, leur lumière nous arrive C'est seulement vrai maintenant. que 50 ans après, cette étoile brille encore. Écoute la voix de Mike à ce moment-là. Comment il parlait le français? Écoute ce document. Mike Brandt, comment en arrive-t-on à enregistrer un premier disque? Je chantais à Téhéran. Sylvie Vartan avec Carlos était dans le même programme. Sylvie m'a demandé pourquoi je ne viendrais pas tenter ma chance à Paris. C'est merveilleux. Oui, tu compris, oui, ma Oui, bien sûr. Oh, ça va. Tu peux Alors continuer. je suis venu. Elle m'a présenté ce compositeur Jean Renard qui a écrit Que je t'aime Johnny Hallyday, La Maritza, Sylvie et beaucoup d'autres succès. Il m'a proposé une chanson qu'il gardait depuis 10 ans. 10 ans, oui. C'était Laisse-moi t'aimer. Et puis ensuite, il y a eu le Midem. Hein, le Midem après. Ah oui, c'était pour moi une grande chance que le Midem... Ouais. Il va y avoir le Midem. Et là, on entend cette voix, c'est vrai, il bosse, il apprend le français, et il va arriver au Midem, et le métier est à genoux. Il se dit, mais incroyable, Oui. il est incroyable. En phonétique, il chante. Il est à genoux, mais il finit debout. Ouais. C'est incroyable. C'est aussi là qu'on l'a découvert. Moi aussi. Je ne l'avais jamais vu sur scène, bien entendu. Mais la chanson lui collait à la peau. Lui, il avait un objectif, la réussite. Et écoutez bien, écoutez-moi. Chaque fois qu'il ouvrait la bouche, c'était « écoutez-moi », mais avec une perfection extraordinaire. Et forcément, ça a fait d'un seul coup quelque chose qu'on malheureusement on ne voit plus trop maintenant. Et là, je n'exagère pas, parce que ça serait bien qu'on voit d'un seul coup des gens se lever, alors que le personnage était totalement inconnu une demi-heure avant, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est de plus en plus rare. Mais regardez ces images. C'est vrai qu'il est extraordinaire physiquement. Regardez, écoutez, Felicita, écrit par Jean Renard. Me laissera tout seul dans ma nuit à guetter le bois des jours, à rêver d'amour, à pleurer d'amour, à crier d'amour, à trembler de fièvre. Felicita. C'est quand même extraordinaire, Jean. Encore 50 ans après, l'émotion que provoque cette voix. Inouïe.
Sa carrière a duré quoi, 5-6 ans? C'est fou. Oui. Là, Felicita, ça a été un titre que je cherchais pour mettre ces vibrations en avant. Felicita. Ça s'ouvrait et tout vibrait, mais à mort, tu vois. Bon. Après, forcément, l'orchestration est sublime aussi, forcément. Vanier, c'est... Ouais. Il y a un autre morceau, Vanier aussi, qu'on entend. Ça s'appelle Accord perdu. Et là, il y a une sensualité. Écoute, la voix de Mike. Oui. Écoutez cette chanson. Je t'ai demandé de venir avec moi danser, danser. Le temps de te toucher les mains. Et déjà tout mon corps prône le tien. Accord perdu, je t'ai cherché. Accord perdu, je vais t'aimer. Et là, on est... c'est vrai que c'est dingue, hein. C'est Ouais, extraordinaire. c'est très émouvant pour moi. Je suis à l'orgue en plus, là, Ouais. derrière. Et on s'était séparés le matin même, où il a chanté pour la première fois cette chanson à la télévision, dans une émission où Dalida le présentait comme faisant partie de son spectacle à l'Olympia. Ouais. Et le matin, je lui avais dit au téléphone, faut pas faire cette émission, Mike. Mike, il était aimé pour 5 ou 6 titres exceptionnels qu'on avait réussi à faire et à vendre à plusieurs millions d'exemplaires. Donc c'était national, voire international. Et il fallait qu'il fasse 20 minutes ou 15 minutes et qu'il s'en aille avec 5 ou 6 chansons. Et c'est pour ça que j'ai dit, tu vas pas faire l'Olympia, parce que qu'est-ce que tu vas faire en 40 minutes? C'est Dalida qui le voulait en première partie. Oui, il s'était passé... Elle l'avait demandé. Complètement. Dalida et son frère Orlando, qui est excellent producteur de sa sœur, qui s'est dit, ça fera toujours 700-800 fauteuils de plus s'il y a My Band qui vient Oui. dans le spectacle de Il Dali. devait chanter 40 minutes. Ben, il devait, oui, quand on fait la première partie d'un artiste à l'Olympia, ou alors il y aura un humoriste avant qui viendra la vedette, qui viendra avant la vedette, mais là il fallait qu'il tienne la scène, et il a fait ce qu'il faisait quand il était en Israël, à Tel Aviv, voire en cours de récréation. Il faisait des imitations de comment il s'appelait Jerry Lewis. Oui, c'est ça. Oui. Voilà. Il faisait la machine à écrire. Avec, Il faisait l'imbécile, quoi. Il faisait des grimaces. c'est ça. Oui. Alors, ça, il pour un fallait pas faire ça. Pour un beau chanteur, un Minette qui chante merveilleusement et qui impressionne tout le monde, d'un seul coup, il fait le clown. Oh! Alors là, les journalistes, ils se sont dit, mais il se fout de nous, quoi. C'est quoi ça? Et ça, c'était très dangereux de Ouais. faire ça. Donc, en fait, tu lui avais dit, si tu fais ça, je m'en vais. Ah oui. Ah oui, le matin, tu parles. En plus, j'avais une chose très, très importante à faire, un double de tennis avec mon beau-frère. Un truc de... Bon, qu'on fait le dimanche, quoi, pour rigoler. Et puis, il m'appelle à 11h, 11h15, et il me dit, tu me regardes à la télé? Oh, j'étais même pas au courant. Personne de son entourage qui s'occupait un peu disons, de ses relations publiques, m'avait prévenu. Mais parce que tout le monde savait que j'aurais une réaction négative. Parce que c'était mon bébé depuis le début. Et il fallait que je sois moi-même au courant de tout, parce que, comme je te le disais tout à l'heure, tu prends des responsabilités énormes quand tu deviens... J'étais compositeur, directeur artistique de gens connus, mais je ne m'étais jamais essayé en tant que producteur. Oui. Mais là, il t'a pas écouté, là. Non, Et donc, c'est quand même... non, d'un seul coup. Tu lui as dit, si tu le fais, je pars. Et il l'a fait quand même. Oui. Nous, on avait travaillé comme des fous pour faire comme je te le disais, un propulseur, une fusée dans le firmament qui avait une orbite
très régulières à respecter pour rester en place et illuminer le monde. Et lui, d'un seul coup, il disait Oui. ah non, on va ralentir, on va faire un autre chemin. Alors non, moi, je pouvais pas accepter. Et donc il va aller travailler avec d'autres producteurs, un autre producteur, Oui. hein, un autre parolier, Michel Jourdan, C'est ça. Charles Tallard. C'est ça. Et il va quand même avoir du succès. On va entendre Qui saura, par exemple. Ça va quand même être un succès. Donc là, tu te dis, en voyant ça, oui, il continue à avoir du succès sans moi. C'est compris. Seule raison de vivre, essayez de me le dire. Qui saura, oui, qui saura. C'est vrai ça, Jean. Oui. Et le succès continue, sans toi. Oui. Sans moi, c'est pas tout à fait. Parce que c'est moi qui ai réalisé Qui saura. J'ai accepté ce titre qu'il avait choisi dans un grand tournoi de chansons en Italie. Et il avait ramené la chanson en me disant « ça me plairait de chanter ça ». Je dis bah, « écoute, bien sûr ». On a regardé qui était l'éditeur ou le sous-éditeur en France qui a demandé à Michel Jourdan de faire l'adaptation du titre italien et Mike m'a apporté le texte. Ok, mais j'avais pas rencontré Michel Jourdan, je le connaissais pas. Je le connaissais de nom. Il écrivait pour Julio Iglesias, pour tous ces gens-là. Bien entendu, je savais qu'il faisait partie du métier, mais on n'avait jamais collaboré avec mes chansons, avec mes mélodies. Et donc, quand on a réalisé ça, j'ai tout de suite senti que c'était un truc énorme. Et j'ai dit, on va pas le balancer tout de suite. Parce que faire un tube, plus un tube, plus un tube, le jour où t'en as pas, chut, Ouais. c'est normal. Les gens se disent, mais il n'a pas fait un tube cette fois-ci. Et la notoriété diminue. Il faut savoir patienter et d'abord montrer, en tant que producteur, ce que l'artiste a comme facette, quoi. Et puis le jour où on s'aperçoit que c'est imparable, que c'est un garçon international, etc. Et si jamais tu n'as pas la chance que ça fonctionne, et tu balances ce que tu as mis de côté pour remettre du charbon dans la machine. C'est de la façon de travailler, quoi. Oui, oui. Ce qui est fou, c'est que il va avoir un succès qui, à un moment donné, va le perturber. C'était oui. quelqu'un Oui. qui une enfance difficile, hein, parlait pas dans sa petite enfance. Ouais. Il y a des blessures, hein, la famille, sa mère, des souvenirs d'Auschwitz, un certain nombre de choses qui vont ressurgir. Oui, parce que il n'était pas très bien entouré. Comme je l'ai dit précédemment dans une autre émission, il attirait les flibustiers, il attirait les brigands, les gens qui travaillent que pour le fric, que pour l'argent, la qualité du personnage et sa notoriété. Oui, à condition que ça rapporte des ronds, quoi. Alors, moi, j'aime pas du tout de travailler comme ça. D'abord, heureusement pour moi, j'ai jamais eu cette intention de travailler comme ça. J'ai travaillé dans un autre sens qui a réussi. Donc, je pense que j'avais pas tort. Et forcément, après, si ça peut rapporter de l'argent, mais il faut bien manger, les compositeurs aussi et tout le monde. Mais travailler avec quelqu'un et l'exploiter uniquement que parce que il peut faire du chiffre d'affaires, c'est possible, c'est même certain. Oui. Et ça veut dire que le personnage devient un produit qu'on se revend, qu'on se passe de l'un à l'autre, éventuellement avec des accords, des contrats, des On s'est choses comme passé ça. Mike Brandt de l'un à l'autre comme ça. Parce qu'après, c'est vrai qu'il va partir. Il y a un autre producteur qui s'appelle Simon Weinstraub qui va arriver. Au début, il était passé dans les mains à 100% de Gérard Tournier, qui avait une maison de disques qui s'appelait Agence Musicale Internationale, AMI. Et il avait l'intention, c'était un commerçant très intelligent et très doué. Quand il a vu qu'il était propriétaire des parts en tant que producteur
des disques de Mike Brandt qui représentaient un chiffre d'affaires. Là, on parle commerce, ce que je n'aime pas du tout. Mais enfin, il faut quand même en parler. Et donc, il a revendu le contrat de Mike à quelqu'un qui travaillait chez lui, qui s'appelait Charles Tallard. C'était un monsieur qui travaillait très très bien, qui ne s'occupait pas encore de Stone et Chardin, pas encore de Sardou, pas encore de tout ça, mais pas vraiment, quoi. Mais il avait déjà réussi quelque chose dans le show business. Bon, il n'était pas encore créateur de Notre-Dame de Paris, qu'il en soit remercié d'ailleurs, parce que c'est fantastique. Et Tournier lui a proposé de racheter le contrat, très 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 cher. Je n'ai jamais connu les chiffres. Charles Tallard a travaillé avec Mike, avec des chansons très intéressantes que Mike a composées lui-même, avec des gens qui étaient très capables, surtout Michel Jourdan, qui est resté à côté de Mike Brandt, jour et nuit pratiquement, parce que Mike avait besoin d'un interlocuteur parlant très bien français et d'un auteur, et qu'il l'écouterait volontiers quand il jouait de la guitare et qu'il cherchait lui-même ses propres mélodies. Dans une larme, etc. Ah, voilà. Et alors, eh bien, au bout d'un moment, Charles Tallard a eu une proposition par un autre mercantile qui voulait lui aussi profiter de la manne, de la mine d'or, quoi. Ouais. Faut dire les mots. La machine à sous, quoi. Ah, faut dire les mots comme elles sont, quoi. Surtout quand c'est aussi important avec un décès et tout ça, quoi. Et ce monsieur s'appelait Simon Weintraub. Et bon, il s'occupait un petit peu des intérêts de Salvador Dali, mais il s'occupait aussi de chevaux, il avait des activités assez floues, mais qui apparemment marchaient très fort. Mais qu'est-ce qui s'est passé qui fait que Mike Brandt a délibérément accepté de partir de chez Charles Tallard alors que Charles vendait son contrat à M. Weintraub et que Weintraub avait promis, d'après ce que j'ai entendu dire de ses proches à Mike, avait promis de lui donner 50%, de lui reverser 50% des bénéfices et du chiffre d'affaires, des bénéfices de sa production, de ce qu'il ferait. Et c'était quand même assez intéressant. Il n'était plus, disons, artiste de maison de disques. Il devenait son propre producteur. Que s'est-il passé à partir de là? Moi, je n'ai aucune certitude, et surtout, je n'ai aucune preuve, et je ne peux pas trop en parler, mais tout est possible. Peut-être que Simon Weintraub ne lui a pas d'ailleurs averti au départ qu'il serait à 50-50 dans une nouvelle société avec lui, et que forcément, quand il y avait de l'argent à distribuer, bien, il se rétribuait déjà de toutes les dépenses qu'il avait faites, ou emprunté, va savoir. Tout ça est resté très très flou. Et après, on apprend qu'il est pour moi impossible qu'il se soit suicidé. Forcément, je remonte aux sources. Oui. Et je me dis, mais alors, je suis comme tout le monde. On doit se voir dans 2 jours. Et il dit, Jean Renard, tu peux le faire voir. Moi, je viens pas. Je recommence pas avec toi. Ah, c'est le contraire. C'est lui qui est venu me dire, Jean, il va se suicider après ça. Oh. Donc ça veut dire quoi? Il s'est pas suicidé? Je pense que non. Pour moi, il a fait l'objet non pas d'un règlement de compte, bien que, on n'est pas loin de ça, s'il s'agit d'argent. Quand on dit compte, c'est qu'il y a forcément eu un calcul. Sans ça, voilà. C'est important d'en parler, peut-être, mais moi j'ai trouvé que c'était important de l'oublier surtout. Oui. Parce que il reste quelque chose d'impérissable chez Mike Brandt. C'est cette fameuse étoile, tu comprends? Oui. Cette fameuse étoile qu'un producteur du style Elon Musk, qui s'appelait Jean Renard, et j'étais une rampe de lancement, tu comprends? Oui. Avec un propulseur, des moteurs, presse radio-télé, et puis hop, on va
dans le firmament et on devient une étoile. Ouais. Et cette étoile dévie un peu, elle rencontre un météorite, c'est-à-dire un producteur bizarre. C'est un peu ça. C'est un peu imagé, mais c'est ça. C'est pour ça que je compare souvent ça à cette image-là. Alors, d'un seul coup, son chemin dévie. Forcément, l'ogive diminue, elle brille un peu moins. Il revient. Qui saura qui sont venus me chercher dans mon grenier, puisque Mike avait dit que j'avais une chanson en réserve chez moi, pour relancer la carrière, parce qu'ils ne vendaient plus. Et il relance la carrière avec Qui saura, plus la station radio qui m'avait beaucoup aidé pour le mettre sur orbite, qui fait partie du moteur, justement, dont je parlais tout à l'heure. Et puis Monique Lemarcy recommence à dire, ben ça au moins là... Monique Lemarcy qui était la programmatrice, oui. voilà, qui a aimé tellement Mike. Mais quand même... De génie. Oui, mais il faut dire que 3 ans après, Simon Weintraub va être retrouvé au bois de Boulogne avec 2 balles, une dans le cœur et une dans la nuque. Oh, d'accord. Oui, ça, oui. c'est connu. J'avais appris ça, vous faites, oui, tu me rappelles. Oui. Et Alain Krief, le secrétaire de Mike Brandt à ce moment-là, qui va se suicider en 1984 en se jetant sous une rame de métro. Oh là. Oui, bon, ben écoute, ça fait l'objet d'un conte, quoi. C'est l'objet d'un film, mais c'est tout. Il n'y a rien de possible, il n'y a rien de réel, ce n'est pas possible. Alors, comme je te le disais tout à l'heure, ça aboutit à quoi, ça? Faut-il se mettre à la place de la police, de la justice, et puis juger qui, quoi? Non. Je pense qu'on a un métier de rêve en tant que créateur de bonheur, si on veut bien voir par là ce que procure la musique quand on l'écoute pour le plaisir, quoi. Et Mike procurait du bonheur. Et moi, je préfère toujours m'accrocher à cette idée sans éliminer le reste qui peut-être même... Il ne faut pas aller trop loin parce que ça a l'air tellement impossible et moche que franchement, il faut aller de l'autre côté. Mais quand même, Jean, qui pourrait avoir eu intérêt à, entre guillemets, à supprimer la poule aux œufs d'or, la machine à sous, si Mike ne s'est pas suicidé? Ah. Oui, mais qui aurait pu avoir intérêt à ça, ne serait-ce que pour se venger de ne pas être remboursé de sommes qu'il aurait peut-être mises à la disposition de quelqu'un. Là, on arrive dans des eaux qu'il ne faut pas franchir, à mon avis, parce que on est au courant de rien, en vérité. Et on peut extrapoler, on fait du mauvais journalisme, je crois, à ce moment-là. On fait du papier pour toucher un peu de pognon à notre tour, parce qu'on sait que c'est connu et que ça peut intéresser. Mais il vaut mieux intéresser les gens en disant, écoutez, c'est quelqu'un d'extraordinaire, c'est une étoile qui nous enverra toujours sa lumière pendant des années. C'est ça qu'il faut voir. Et à mon avis, il le mérite bien parce qu'il avait, comme tu me le disais tout à l'heure, souffert de la disparition de ses parents et qui avait forcément provoqué chez lui des traumatismes. Il n'avait pas ouvert la bouche. À 5 ans, il ne parlait pas encore, 4 ans même. Mais il chantait. Il chantait avant de parler, Mike Brandt. Il y a peut-être ça aussi comme raison de son succès. Regardez ces images, elles sont extraordinaires. Regardez ces images, grâce à nos amis de la TSR. À la fin de chacun de ces galas, Mike Brandt est terrifié par l'enthousiasme de ses admiratrices qui réussissent à escalader les barrières et à sauter sur scène. Peut-être devrait-il augmenter l'effectif de ses gorilles. C'est incroyable ces images, Jean. Le succès de Mike Brandt, ses groupies, toutes ces filles qui lui sautaient dessus. Au fond, est-ce que c'était à la fois quelque chose qu'il aimait
qu'il avait recherché, ou est-ce que c'est quelque chose qui a conduit au fond une forme de dépression, de solitude? Je pense pas. Il mettait en pratique, en vérité, je m'excuse de revenir toujours à notre début et à notre travail en commun, avec beaucoup d'opiniâtreté, quoi, tous les jours, toutes les nuits. En vérité, je lui avais appris ça. Je lui avais appris qu'il aurait du succès, sans doute, mais qu'à partir de ce moment-là, c'était normal qu'on lui arrache les cheveux, qu'on lui tire les vêtements, qu'on veuille une partie de lui et le toucher, l'embrasser, etc. Et c'est pour ça qu'il attirait forcément des gamines. Elles tombaient folles quand elles le voyaient arriver. Et puis voilà. Bon, en général, ça se produit toujours avec les fans qui adorent ça. Et Mais c'est quelque chose qu'il acceptait, qu'il aimait. On a dit que quelque part, qu'il y avait cette solitude, il y avait cette peur, une forme... il avait peur parfois dans le public d'avoir des gens qui puissent l'agresser. Oui, ça c'était c'était un petit peu après qu'on s'était séparés. Parce que très certainement notre séparation avait dû, lui, là aussi, le marquer. Tout comme moi aussi. J'avais beau dire je m'en fous, je fais autre chose. Non. J'étais en manque de Mike Brandt, forcément. Et c'était certainement ce qui lui manquait aussi pour ne pas dériver de ce qu'il avait connu en étant en pleine lumière, lui aussi. Ouais. Et là, souvent, une fois que les cris s'étaient tus, que la salle s'était vidée, je comprends ce qu'il devait ressentir. On a une chute d'un seul coup. Oh, qu'est-ce que je fais là? Comment suis-je arrivé là? Et finalement, vivement que ça revienne et que ça recommence, parce que sans ça, lui aussi finalement était tombé en manque, et la peur que ça ne se reproduise plus. Oui, bien sûr. Là aussi, et ça c'est une peur que tous les artistes connaissent, dès qu'ils obtiennent le succès, là ils se disent... pourvu qu'on m'appelle demain au téléphone, que je fasse un autre film, une autre chanson ou un autre... C'est ça. Mais ce qui est important, c'est de rappeler d'où venait Mike. On va voir il y a des images, des photos de cette enfance en Israël. Et c'est vrai que il veut être artiste. Et ça vient de très loin. Il voulait être chanteur. Oui. Il voulait être chanteur. Je crois qu'il était déjà allé... Avant qu'il me rencontre, il était déjà allé aux États-Unis chanter dans une chorale en israélien, avec des gens de chez lui, bien sûr, et qu'en rentrant, il avait conçu le projet de dire si je pouvais chanter tout seul, moi aussi, et son frère, avec, je crois, Zvi, je pense qu'il avait un petit orchestre et qui jouait dans des hôtels ou des choses comme ça, et surtout dans des boîtes. Et Mike venait pour forcément égayer les gens et chanter des petites chansons, voire même des chansons connues à l'époque, pas seulement que des chansons en langue de son pays. Et puis, il a rencontré Sylvie Vartan dans une boîte, c'est comme ça, quoi. Elle sortait d'un concert et elle prend un verre pour se détendre avec Carlos. Oh, et puis elle fait comme tous les autres ont fait par la suite. Oh, ben, s'il chante, il est beau comme ça. Oui. Bon, et elle aussi, c'était un peu... elle était pas découvreuse de talent, si tu veux, mais elle était très, très sensible à un vrai talent, à quelque chose d'impressionnant. C'est vrai qu'il y a Carlos, à un moment, qui t'appelle et qui te dit « Écoute, je veux que tu écoutes ce type, parce qu'il est dans la cour de l'immeuble, il chante, il hurle, les voisins commencent à se plaindre, et si tu n'en veux pas, je le remets dans l'avion et il repart. » Exact. Ah. Exact. Mais bon, Mike a fait pas une erreur, quoi. Il avait accepté l'invitation de Sylvie de venir à Paris, il la prévient pas, elle est en tournée. Il arrive à Paris, il est tout seul, et son téléphone à Sylvie ne répond pas. Il allait repartir, là.
Oui, Son destin était là. Il prenait repart l'avion. il repart à Orly ou à, enfin bref, un aéroport qu'il conduit chez lui, et il donne un dernier coup de fil à Carlos. Et Carlos vient d'arriver, il vient de poser ses valises. Si Carlos n'avait pas décroché là, Mike repartait, c'était fini. Voilà. Le destin est là. Oui. Mais peut-être qu'il aurait fait une carrière ailleurs, mais certainement d'ailleurs. Mais ça, on le saura jamais, tu vois. Ouais. Il Écoute, est celle-là, connu. ça c'est Mais dans la lumière, c'est un des plus gros succès avec toi, Jean. C'est un souvenir quand même. Là, le triomphe est là, il s'installe. Il y a eu Laisse-moi t'aimer. Maintenant, ça va être un grand prix de la chanson, hein. Ouais. Et la voix est là. Écoute ça. Une larme, un aveu, mais dans la lumière, des yeux crient bien plus fort, je t'aime, je t'aime, je t'aime, C'est je tout t'aime. c'est extraordinaire. Et puis on va entendre ce qui sera la dernière chanson, c'est Dis-lui. On l'a entendu tellement de fois, mais c'est vrai que cette chanson sort le jour de sa mort. Et il y a des paroles où il dit dis-lui que je me sens mieux, dis-lui qu'aujourd'hui la vie est plus belle. C'est au moment où il meurt qu'il écrit ça et qu'il chante ça. C'est bouleversant d'entendre ça, Jean. Quitte à mentir, dis Aïe, aïe, aïe. que je réalise qu'elle avait raison. Le succès était là. Monique Lemarcy a entendu cette chanson, elle a dit ça va être un énorme succès, ça va être un énorme succès, mais il ne l'entendra jamais. Ouais. Non, il l'entendra pas. Mais par contre, encore une fois, derrière, tout est extraordinaire, l'arrangement, tout ça. Et sa voix. Il était fait pour ça, quoi. Ouais. Quelques mois avant, il avait fait une tentative de suicide, avant d'enregistrer ce titre. Ouais, Il s'en était sorti à Genève en sautant c'est juste. d'un hôtel. Oui, mais là non plus, je suis pas d'accord, tu comprends. C'est difficile pour moi, disons, de dire comme la plupart des journalistes, tu vois. Parce que quand je ne suis... Moi, je suis comme ça. Quand je suis pas d'accord, je suis pas d'accord. Oui. Et puis tu Pas d'accord avec quoi, pourras me Jean? pendre Pas par les d'ac- pieds oui. et je dirai toujours que je suis pas d'accord. Mais pas d'accord avec quoi? Eh bien, parce que il est avec des amis à Genève, etc. Ventrop, soi-disant, va le voir dans sa chambre. Il y a une grosse dispute. La fenêtre s'ouvre. Et puis, on retrouve Ventrop avec une botte dans la main. Ça, c'est ce que les journalistes ont écrit, que j'ai lu. Et forcément, je dis, bon, ben, c'est pas un menteur, hein, je le crois. Et parce qu'il a voulu empêcher Mike de sauter. Mais je suis pas d'accord. C'est le contraire. C'est le contraire. C'est-à-dire? Ben, ils se sont fâchés. D'abord parce que Mike était certainement pas au courant que Ventrop lui retenait 50% de ses royalties sur les sommes qui rentraient. Et peut-être que Mike avait été un jour porteur d'argent qui devait ramener peut-être à son associé qu'il n'avait pas rapporté pour l'envoyer à sa maman. Tout ça aussi a été écrit. Et bon, j'ai pas appris tout ça par cœur, tu vois. Tout simplement parce que j'en reviens toujours à mon credo, à ce que je dis tout le temps. Et non, et non, et non. Je ne veux pas collaborer à la thèse. Oui. Un mensonge, quoi. Non, je veux Il y a un pas. mensonge depuis le Non, début. je veux Mais- pas parce que j'en ai la preuve, c'est tout. Je n'aurai pas la preuve, je n'oserais pas dire ça. Je n'oserais pas. Je suis trop honnête avec mon boulot déjà, avec mon métier. Oui. Ça, c'est interdit chez moi. Mais non. Et ce jour où André Torrent
l'interviewe sur son lit d'hôpital. Mike dit « J'ai fait une connerie, j'ai sauté, j'aurais pas dû, je ne me suiciderai pas, je ne le ferai plus ». Tout est faux, tout est bidon? Totalement. Pour moi, Oui. totalement. Même le tuyau que je lui ai mis sous le bras avec la photo qu'on a faite la nuit Oui. Dans l'hôpital de Bourges pour être sur le marbre dans François le lendemain à Paris. Même ça. Oui. Écoutez, on a un enregistrement. André Torrent qui interviewe Mike Brandt après cette tentative de suicide en Suisse. Écoutez ce qu'il disait. Pour la première fois depuis l'accident, Mike, tu as un micro devant la bouche. Oui, ça fait un grand effet parce que je pensais pas avoir le micro près de moi pour longtemps, pas pour jamais. Vraiment, je suis content. J'espère que bientôt je vais être guéri. Je suis étonné de moi-même aussi. Qu'est-ce que je voulais faire? Ça veut dire sauter et finir comme ça la vie, mais c'était un moment fou et c'était l'expérience la plus grande de ma vie. C'était ma faute. J'avais pensé, mes travail, j'avais trop de travail, l'enregistrement des galas, des voyages, la vie personnelle, privée et tout, les femmes. Et boum, j'ai trouvé un moment que c'est la fin, là. Mais... C'est crédible? Écoute, on dirait qu'il a appris le texte par cœur comme un acteur. C'est invraisemblable. C'est l'impression que ça me donne, moi. Bon, je sais, il est très fatigué. On passe pas par une fenêtre avec des choses cassées, etc., sans être fatigué. Mais quand même. Là, on dirait qu'il récite quelque chose qu'il a décidé de dire pour ne pas que les choses se sachent. Et c'est de là que je... En plus, j'ai lu des choses qui ont disparu depuis que je les ai lues, en plus. Je ne les retrouve pas. Je ne les avais pas prêtées ni données à quelqu'un. Une enquête qui a été faite par un journaliste belge, etc., qui, en plus, depuis, a disparu aussi, etc. C'est un film invraisemblable de choses qui sont invraisemblables pour quelqu'un qui a connu la vérité. Et moi, c'est à cette vérité que je m'accroche et c'est cette vérité que je veux qu'il continue. Mike est un vrai chanteur qui donne du plaisir, qui donne quelque chose. C'est un être exceptionnel. C'est une étoile qui continue à briller. Et c'est ça que moi, je préfère entendre et surtout honorer. Ouais. Honorer, tout le temps. Parce que c'est exceptionnel. Il y en a très peu. Il y a très peu de Johnny. Il y a très peu de Mike Brandt. Il y en a qui essayent de s'approcher, qui ont chanté « Laisse-moi t'aimer ». Bon, et attention, ce n'est pas facile d'être chanteur comme ça, avec une voix d'opéra, de ne jamais chanter l'opéra et d'être champion dans les variétés. Oui. Et c'est pour ça qu'un chanteur d'opéra, il a un métier d'opéra, mais le métier des variétés, ce n'est pas le sien. C'est Jean, et je suis heureux. Quel souvenir cette chanson. Mike Brandt, avec toi, avec les paroles de Jean Renard, écoutez ça. Des enfants qui dansent, un bâton qui passe, je suis heureux. Moi, je suis Et toi là. qui sommeilles, dans Paris qui veille, c'est jamais pareil. Et c'est là. Je suis heureux. Cette voix, elle est 50 ans après, Ouais. elle nous procure toujours des frissons. Et c'est ce que je voulais de Mike. Je voulais en faire une vedette internationale, un peu une carrière à la George Michael, un peu, tu vois, qui ne serait pas comme Presley ou un autre, un coup de tonnerre, mais qui durerait dans le temps pour être une valeur sûre, crédible, extraordinaire. Bah, écoute, comme Charles Aznavour, comme bien d'autres, comme maintenant Céline Dion, etc. Ce sont des gens exceptionnels, mais des valeurs sûres qui continuent parce que aussi, ils savent qu'ils sont sur une orbite où il faut des gens comme René à côté de Céline
pour ne pas que l'orbite bouge. Ouais. Et Mike, son orbite a bougé parce que son mentor a fait une erreur. Ah, moi, je la reconnais. L'erreur de l'avoir dit, non, Ah, c'est fini, je c'est- te quitte. Patrick, Il fallait le rattraper. Ouais. Monsieur Simonin, Ouais. c'est en ça que moi, je me sens un peu responsable. Un petit peu. Bon, je ne vais pas dire que sans moi, il n'aurait rien fait. Non, mais j'ai fait dévier la trajectoire de l'orbite, malgré moi, simplement par orgueil. Ah, je suis pas prévenu, je suis pas au courant que tu fais ça, alors va te faire voir. Ça, c'est une erreur totale. Quand tu es producteur, que tu crées quelqu'un, tu prends une responsabilité, tu signes une partie de son comportement dans sa vie. Et là, tu signes sa vie ou sa mort. Et si ça, c'est pas important, et c'est Et en là- ça, là, c'est à ça ça- qu'il faut penser. Là, ça a été sa mort. Mais s'il n'y avait pas eu cette mort, si vous vous étiez vu le lundi, comme c'était prévu, Oh, il serait venu avec moi aujourd'hui pour faire une autre émission avec il serait toi. là. Il aurait, je sais pas quel âge il aurait aujourd'hui. Ça serait un vieux chanteur. Oh, oui, mais il aurait toujours ce potentiel disons, d'impact auprès des gens. Parce que tu sais, des gens comme lui, ils dégagent une espèce de vibration magnétique. On appelle ça l'aura, si tu veux. Et c'est un peu comme un amour, ça, tu sais. De gens qui ne se sont jamais vus, ils se regardent, puis d'un seul, il y en a un qui vibre, l'autre il vibre aussi. C'est comme les violons qui vibrent à distance. Paf, on se rend compte. Et là, c'est le coup de foudre, tu vois. Mike avait ça. Johnny Hallyday, alors, bien sûr, mais les vrais qui sont destinés à faire, à être éternels, si tu veux. Et ils sont comme lui. Ouais. Il est éternel. Lui, Non, mais c'est vrai. Il est. Ouais. Ah, on ne peut pas dire le contraire. Mais il restera éternellement beau, Oui. jeune. Il a cette chance. Ouais. Après, nous, on n'est plus... Forcément, on change. Mais- On a mais des traits qui Il vieillissent. te manque, Mike. T'aurais aimé vieillir avec lui. Oh oui, oh Ouais. oui, oh oui, oui. Oh, je ne vais pas en rajouter, mais on aurait fait de grandes choses. Déjà, tu sais que depuis qu'il est parti, j'en suis à mon 3e opéra. Ouais. Eh bien, c'est pas pour parler forcément de moi, mais il en aurait fait 2, au moins. Parce que, sans le vouloir, j'écris pour lui. Mais oui. Un jour, quelqu'un m'a demandé de faire un album pour Roberto Alagna. Alors, je l'ai commencé, j'ai fait 7, 8, 9 chansons. Et puis, j'ai rencontré par la suite un autre chanteur j'ai fait beaucoup travailler, qui m'a beaucoup déçu. Je n'en parlerai pas aujourd'hui, pour être sympathique avec lui. Mais tout ce que je lui ai donné à chanter, c'était pour Mike Brandt, Ouais. dans son style à lui. Malheureusement, il a dérivé, lui, il n'a même pas atteint son orbite. Merci, Jean. Et là, il est en orbite, là. Il Ah nous oui. entend, il t'entend, certainement, là où il est, Mike Brandt. Un grand bonheur. C'est tellement un titre, Oui, j'ai envie de dire, il aurait mérité ce grand bonheur, Mike. Mais il a donné beaucoup de bonheur. oui. Et j'ai écrit ça en pédalant sur un vélo, en allant chercher du pain à Noirmoutier, un dimanche matin. Un grand bonheur. Et dans mon cœur, quand je dis « je t'aime » en français, et je pédalais, et ça revenait tout le temps. Voilà. Et quand je l'ai entendu chanter ça, et c'était pas vraiment pour lui, hein. C'était pas des coups de grande voix, tu vois. C'était une chanson avec une mélodie et tout. Et tu sais, les générations qui n'ont pas entendu Mike Brandt, il y en a 2 ou 3 maintenant. Il y en a, Brandt, sa nièce, m'a dit que les générations de maintenant qui prennent connaissance de ce qu'il a fait, Laisse-moi t'aimer qui sera et d'autres, ils tombent en arrêt et en disant mais je veux entendre tout, je veux entendre le reste. Il redevient, c'est une vedette pour eux. Ouais. Mais quel est ce mec qui chante comme ça? Donc, forcément, ça se perpétue, quoi. Éternellement.
Merci Jean, 50 ans après, Oui, d'être venu témoigner pour Mike Brandt. merci Un Patrick. grand bonheur. Oui, merci de Un m'avoir grand invité. Oui. bonheur. Merci Jean. Pour en parler, oui. Merci beaucoup. Je t'aime en français, un